Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On s'est 28 décembre rencontrés. 2012 et nous sommes avec Georges Spira pour continuer la péripétie des Juifs d'Orient. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir étudier ensemble dans une ambiance conviviale. Georges, c'est à toi. Merci beaucoup, Johan. Bonsoir à tout le monde. Et je voudrais commencer avec un petit carnet de famille. Je vous raconte ce que je sais. Alors, d'une part, il y a eu la bar mitzvah d'un petit-fils de Rivka Botchko. Et donc, on lui dit Mazel Tov pour cette bar mitzvah. Et par ailleurs, la naissance d'un arrière-petit-fils chez Micheline Cohen et en même temps chez Freddy et Evelyne Cizel. Et donc, on leur dit à eux également un grand Mazel Tov. Ce sont les deux arrière-grands-parents des deux côtés. Et voilà, grand Mazel Tov à nos amis Micheline et Freddy et Evelyne. Voilà, alors on continue notre saga des Juifs d'Orient avec notre petit résumé traditionnel. Et je vous avais parlé la dernière fois des réformes administratives induites par Mehmet II et qui vont améliorer progressivement un petit peu la situation des Juifs, notamment le sort des Juifs en Cyrénaïque. Le gouvernement turc protège théoriquement les Juifs, mais avec plein de bonne volonté, mais avec très peu de résultats, parce qu'il est un gouvernement très faible, qui n'arrive pas à faire appliquer dans les régions éloignées du centre d'Istanbul les décisions du sultan. Et début du 19e siècle, vous voyez qu'on arrive maintenant vers une période plus contemporaine, les musulmans prennent petit à petit conscience de leur affaiblissement face à une Europe conquérante et également à un tsar russe qui prend possession d'un certain nombre de territoires. C'est comme ça qu'on arrive en 1798 à la conquête de l'Égypte par la France. Elle ne va pas y rester très longtemps, 3 ans, mais bon, c'est le début d'une colonisation. 1830, la France conquiert l'Algérie. En 1839, les Anglais prennent possession d'Aden. Et ça, c'est important parce que Aden, on va retrouver Aden quand on parlera des Juifs du Yémen. C'est une halte extrêmement importante dans l'exfiltration des Juifs du Yémen. Et d'un autre côté aussi, les Russes prennent possession d'un certain nombre de pays musulmans d'Asie centrale, tels que l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, etc. Alors, les chrétiens et les juifs, qui sont des minorités dans ces pays, aident les colonisateurs parce qu'ils y ont quelque part tout intérêt et ils secouent le statut de dhimmi qui les régit dans ces pays musulmans. Le résultat en est aussi que les musulmans se montreront de… Pardon ? Tu as appuyé sur l'enregistreur ? Oui, oui. Le résultat, excusez-moi, est que les musulmans se montreront de plus en plus intolérants à l'égard des minorités, et spécifiquement à l'égard des Juifs, pour la bonne raison que d'une part, ils sont moins nombreux et surtout, ils sont nettement moins soutenus dans leur diaspora que les Juifs, qui ont une diaspora qui elle-même est relativement faible politiquement parlant. Alors, c'est comme si ça ne suffisait pas les attaques des musulmans, les chrétiens aussi s'en prennent aux Juifs parce que, pour des questions de concurrence, ils craignent leur concurrence et donc attaquent les Juifs. Pour le moment, on en est à des situations uniquement de concurrence. En 1860, par contre, il y a une modification. 1840, rappelez-vous, c'est l'affaire de Damas. 1860, l'antisémitisme chrétien d'Occident, qui est très différent, prend pied dans les pays arabes. Se font les relais de cet antisémitisme, évidemment, les chrétiens des pays arabes, notamment les Grecs et les chrétiens arabes. Et pourquoi est-ce que cet antisémitisme occidental prend pied? D'une part, parce que ces communautés chrétiennes sont perméables, évidemment, à ce langage, et d'autre part, parce que les Juifs ont un petit renouveau économique, ce n'est pas très important, mais quand même, ils représentent de plus en plus une certaine concurrence, et donc, même cause, mêmes effets, à partir du moment où il y a une concurrence, on essaye de s'en débarrasser. Alors, ce renouveau économique juif, très faible, je vous le rappelle,
est due, entre autres, à un développement de l'instruction sous l'effet de l'Alliance israélite universelle. C'est un chapitre extrêmement important dont nous traiterons très, très bientôt. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette propagande anti-juive diffusée par les chrétiens, les Arabes ne sont pas du tout intéressés à cette propagande. Ils ont leurs critères d'anti-judaïsme traditionnel et les propos nouveaux amenés par ces chrétiens du christianisme d'Occident n'ont pour le moment pas prise sur les musulmans des pays de l'Empire ottoman, des pays arabes en règle générale. On verra que ça changera bientôt, mais pour le moment, ça ne prend pas. Alors, au contraire, à Istanbul et dans les grandes villes de Turquie, de l'Empire ottoman, essentiellement de Turquie, l'opinion arabe n'est pas très hostile aux Juifs, elle est plutôt accommodante. Par contre, dans les provinces de l'Empire qui sont arabes et non pas turcs, l'antisémitisme augmente, essentiellement au Maghreb, pour la bonne raison qu'au Maghreb, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de chrétiens. Donc, l'antisémitisme est entièrement concentré entre les mains arabes et c'est l'antijudaïsme traditionnel qui prévaut. L'Alliance israélite universelle fait connaître la situation des Juifs en Orient, notamment parce qu'il y a des nouveaux moyens de communication qui se développent, le télégraphe, c'est une révolution, une vraie révolution, et une diffusion plus large et plus nombreuse des journaux. Donc l'Occident prend conscience de ce qui se passe dans ces pays musulmans à l'égard des Juifs. Alors on fait pression sur les Arabes, des pressions notamment des menaces financières, mais sans grand succès. Et la situation reste à peu près en statu quo. En Iran, la situation changera beaucoup plus tard, c'est-à-dire il y aura de multiples interventions auprès du Shah d'Iran, notamment lors de ses visites en Angleterre où des délégations juives vont le voir. Le résultat est nul et la situation des Juifs d'Iran changera en 1925, c'est donc beaucoup, beaucoup plus tard, lorsque la dynastie Qadjar s'effondre et qu'arrive sur le trône la dynastie Pahlavi, qui nous sera plutôt favorable pendant toute sa période. Alors, les résultats les plus importants sont obtenus par l'Alliance israélite par le truchement des canaux diplomatiques. Et pour quelle raison? Une raison essentielle déjà, c'est que dans les pays qui sont conquis par les pays occidentaux, par les pays colonisateurs, le colonisateur qui prend le pouvoir a une responsabilité à l'égard de toutes les populations et donc essentiellement à l'égard des minorités qui sont pourchassées ou pourfendues par les musulmans dominants numériquement maintenant, mais plus politiquement. Et donc l'Occident se sent responsable des chrétiens, des juifs et autres minorités dans ces terres d'islam. Reste que deux pays sont indépendants et resteront indépendants, ne seront jamais conquis, en tout cas pas pour le moment, par l'Occident. Il s'agit de la Turquie proprement dite, non pas l'Empire ottoman, mais la Turquie et l'Iran. Alors en Turquie, nous avions vu en 1826, Mehmed II, le sultan, commence à mettre en place un train de mesures de rénovation et de modernisation de l'administration. Et ça commence notamment avec la suppression du corps des janissaires. Or, le corps des janissaires a permis à des familles juives et tout leur entourage, donc c'est un nombre assez conséquent de personnes, de vivre très bien sur le plan économique puisqu'ils étaient fournisseurs, intendants de ce corps des janissaires. Il disparaît, c'est un coup très très dur pour la communauté juive de Turquie. Et par ailleurs, en 1835, il réclame la nomination d'un Chacham Bashi, traduction moderne, un grand rabbin de Turquie, qu'on n'avait plus depuis 3 siècles. Le principe du Chacham Bashi avait été établi par le sultan musulman, il y en a eu 2, et on en a parlé, et pendant 3 siècles, il n'y en a pas eu. Et voilà que maintenant, on exige la nomination d'un Chacham Bashi. Cette nomination va donner naissance à une véritable querelle des anciens et des modernes. Mais le problème est que les Juifs ottomans
sont très peu perméables, très peu ouverts au courant moderniste du judaïsme. Tout ce qui est nouveau, le chassidisme, la Haskalah, les Lumières, le sionisme, le réformisme n'ont aucune prise, pour le moment en tout cas, sur le judaïsme de Turquie. Alors il y aura quand même quelques petits changements, mais très, très légers, sous l'influence de deux origines. Premièrement, des juifs livournais qui s'installent en Turquie et qui vont amener quelques modifications et surtout l'influence d'une petite communauté séfarade ottomane installée à Vienne en Autriche. Alors, c'est tout l'épisode de la conquête de l'Europe par le croissant, et le croissant qui est une pâtisserie qui a été conçue à Vienne pour faire plaisir aux musulmans, et donc est restée installée à Vienne, une petite communauté séfarade assez influente. Et ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que cette communauté a la citoyenneté ottomane et du coup, elle a un statut en tant que juif nettement plus favorable que le statut des juifs viennois autrichiens, donc qui ont un statut nettement dégradé, mais nous sommes en terre de christianisme. Voilà. Alors, cette controverse des anciens et des modernes se déroule également dans les milieux musulmans. Et systématiquement, dans les milieux musulmans, ce sont les modernes qui vont remporter la victoire, si on peut dire victoire, en tout cas dans les controverses, prendre le dessus sur les anciens. Voilà qu'on en était là. Voilà qu'intervient, pour essayer d'arranger les Juifs, parce qu'il y a des querelles terribles en Turquie, un brave philanthrope juif ottoman de Vienne. Et comme le dit le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Cet homme voulait bien faire, il voulait calmer le jeu, il voulait trouver un terrain d'entente entre les Juifs de toutes les tendances, et ça va être une catastrophe, parce que cette communauté turque est déjà relativement fragile, qui est pleine de dissensions. Vous savez bien que quand il y a deux Juifs, il y a trois opinions. Voilà, on en a l'exemple. Cette communauté très fragile arrive au bord de la crise avec l'intervention de ce philanthrope de Vienne. La querelle éclate en 1862. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que c'est la seule querelle ou controverse entre juifs au XIXe siècle dont s'emparent et dont font mention les historiens et les journalistes turcs, vous dire que si la presse s'y intéresse, c'est que l'enjeu était assez important et la querelle extrêmement vive. Et voilà le sujet. Il s'agit d'introduire un certain nombre de réformes dans l'organisation communautaire. Et le rabbinat est vent debout contre cette volonté de réforme. Il est ultra conservateur et surtout, le rabbinat a tous les pouvoirs dans la communauté juive turque. Et rien ne se fait sans son accord, rien ne se fait avec une participation à la prise de décision. Le rabbinat décide de tout. Et donc, perdre la haute main sur ces institutions, évidemment, il y a un problème d'ego, il y a un problème d'autorité, il y a un problème de direction de la communauté. Et donc, il y a des heurts assez violents entre les Juifs, au point que les autorités ottomanes se sentent obligées d'intervenir. Et dans un premier temps, cette intervention assurera la victoire des traditionalistes, c'est-à-dire les autorités donnent raison aux rabbins au pluriel et ils doivent garder la haute main sur l'organisation de leur communauté. Et puis, on arrête quelques réformateurs un petit peu plus activistes, mais pas très méchants, c'est pas très grave, ils sortiront très rapidement de prison. Mais enfin, bon, on leur signale que pas question de continuer sur ce chemin de la discorde. Et puis voilà qu'en 1865, donc 3 ans après, les autorités ottomanes reconsidèrent l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'interventions. Il y a d'une part l'intervention des réformateurs juifs turcs qui disent on ne peut pas en rester là, il faut vraiment avancer. Et puis surtout, il y a l'intervention de l'Alliance israélite universelle
Et là, on touche à quelque chose, mais je vous en parlerai beaucoup plus largement. Je pense qu'on commencera à en parler la prochaine fois. C'est qu'aux yeux des rabbins, de beaucoup de rabbins du monde séfarade, l'alliance israélite, c'est quelque chose de dangereux. Les Juifs étaient maintenus dans l'éducation strictement religieuse, l'étude de textes, ils savaient lire, ils savaient écrire, pas de problème, mais pas question de toucher aux matières profanes. Toucher aux matières profanes, c'est détruire, c'est déliter le corps de la communauté. C'est un long débat, on peut longuement en discuter, en tout cas c'était la position des rabbins. Or voilà que l'Alliance israélite universelle vient en disant on va vous apprendre un métier, on va vous apprendre le français. Et bien sûr, on est juif, il n'y a pas de problème, mais cette alliance est pilotée au départ par des juifs français qui sont sous l'influence de la Haskalah, donc d'un réformisme, d'un modernisme. Évidemment, on est en pleine confrontation avec l'autorité rabbinique. Je ne m'étends pas là-dessus maintenant, on y reviendra largement parce que c'est vraiment un chapitre important et très intéressant parce qu'il explique le devenir de ces communautés. En tout cas, voilà que les autorités ottomanes changent d'opinion et en 1865, elles imposent de nouveaux statuts à la communauté juive calés sur l'organisation de la communauté arménienne et d'une communauté chrétienne, et donc un petit peu le même système d'organisation avec notamment notre fameux Chacham Bashi. Voilà. Alors, les nouveaux textes prévoient la participation des laïcs aux affaires communautaires. Alors, ne comprenez pas mal le terme de laïc. Laïc, en l'occurrence, ne signifie pas non religieux, mais des gens qui ne sont pas du corps rabbinique. C'est comme dans nos communautés aujourd'hui, en tout cas en Alsace, où il y a un rabbin et puis il y a un conseil d'administration composé de juifs laïcs, donc non rabbins. Voilà, donc il doit s'informer et se concilier avec les laïcs, alors que, et donc, puisque les laïcs participent à l'organisation communautaire, les pouvoirs du rabbin sont considérablement réduits. Et ces décisions obligent à l'occasion le rabbin à consulter des personnes extérieures, même à cette commission administrative, si vous voulez, pour faire simple. Évidemment, ça ne passe pas très, très bien. Alors, ces décisions sont promulguées par un décret impérial, un décret du sultan. Mais le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à entrer en application parce que pour l'essentiel, les rabbins font obstruction et sont soutenus par une grande majorité de la communauté parce qu'ils ont un ascendant formidable sur leur communauté. Et vous savez, tout le langage qu'on peut utiliser, encore aujourd'hui, vous voyez même avec la crise du Covid aujourd'hui, combien l'opinion du rabbin d'une cour chassidique ou d'un groupe de charedim est importante puisqu'on fait ce que le rav demande. Donc, sans réfléchir plus avant, pour deux raisons. D'abord, il y a un respect du rabbin et deuxièmement, il y a un manque de compétences ou de connaissances permettant de se faire sa propre opinion. D'où tout l'intérêt de maintenir la communauté dans une relative ignorance des matières profanes. Ça permet de garder une certaine autorité. Donc, les fidèles soutiennent le rabbin et en définitive, les rabbins font obstruction et les nouveaux statuts qui ont été édictés deviennent très très vite lettres mortes, on les oublie et on n'en parle plus. Et le rabbinat turc retrouve tout son pouvoir. Les choses vont changer au tournant du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, déjà fin du XIXe, où des jeunes générations de juifs arrivent à maturité, éduqués par l'Alliance israélite universelle. Voilà des gens qui sont sortis du giron coercitif de la communauté traditionnelle et qui ont eu accès à une éducation, à des langues, à une formation. On peut discuter de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est tout un débat, ce n'est pas l'objet, parce que on peut très bien avoir une éducation et rester un juif d'une absolue fidélité. C'est mon point de vue, je le partage, tout le monde ne le partagera pas, c'est un tout autre débat. En tout cas, ces jeunes générations éduquées arrivent tout doucement à la prise de parole
Et un esprit nouveau souffle dans la communauté juive de l'Empire, et c'est ainsi que vont apparaître les premières ouvertures vers l'Occident. D'un autre côté, et parallèlement, dans le monde musulman turc, il y a de nouvelles aspirations nationalistes et libérales, notamment parmi les couches très occidentalisées des populations turques et arabes des grands centres urbains. C'est-à-dire que chez les Turcs, des gens qui ont des situations, qui ont de l'argent, ont pu s'ouvrir déjà vers le monde occidental, ont une formation. On les trouve aussi bien chez les Turcs que chez les Arabes de l'Empire ottoman, et essentiellement dans les grands centres urbains. Et parmi ces personnes très avant-gardistes dans l'Empire turc, bon nombre souhaitent voir leurs compatriotes non musulmans, pas spécifiquement juifs, toutes les minorités, participer pleinement à la vie politique et à la vie intellectuelle du pays et de l'Empire ottoman. Donc voilà des gens qui souhaitent arriver à ce qu'on mette toutes les minorités sur un pied d'égalité avec les musulmans, c'est-à-dire aussi, de façon implicite, la disparition du statut de dhimmi. Alors c'est une atmosphère extrêmement libérale, une atmosphère optimiste qui laisse à penser qu'un changement de régime permettrait aux différentes communautés de l'Empire de vivre en harmonie avec leurs voisins et d'œuvrer pour une même cause qui est la grandeur de l'Empire ottoman. Et on a même vu, un fait sans précédent, un certain nombre de Juifs se lancer dans l'action politique. Alors, ils ont tenu un rôle très, très modeste, mais ce qui est déjà extraordinaire, c'est qu'ils aient pu prendre la parole et qu'on les ait laissés parler. C'est donc vraiment un renversement, un bouleversement dans le système du dhimmi, dans le système du citoyen de seconde zone qui prévalait jusque-là. Alors, le peu de libéralisme qui vient s'installer dans l'Empire turc déplaît profondément, et il n'y en a pas beaucoup de libéralisme, à un certain nombre d'observateurs, des Turcs ou étrangers, qui estiment que c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop. Et l'opinion populaire attribue aux Juifs une influence décisive dans les comités clandestins qui, sous le règne du sultan Abdulhamid II, déboucheront sur la révolution des jeunes Turcs en 1908. La situation. La Turquie est en train de bouillonner dans certains milieux. On veut renverser le régime traditionnel du sultan et il y a des comités révolutionnaires qui se réunissent et toute cette histoire-là va déboucher en 1908 sur le gouvernement des jeunes Turcs. Alors, dès le début, les Juifs sont accusés d'avoir ourdi cette révolution. Ah, évidemment, on ne prête qu'aux riches, vous le savez. Le renversement de l'ordre islamique, ça c'est très grave, c'est-à-dire cette histoire de dhimmi, le renversement de l'ordre islamique dans les pays arabes, dans les provinces arabes, provoque des émeutes extrêmement violentes dans différentes villes. Contre qui? Contre, voilà l'intitulé, les usurpateurs impies du sultan, c'est-à-dire les infidèles qui veulent usurper le pouvoir du sultan. Et ces infidèles, ce sont essentiellement les Juifs. On reproche aux jeunes Turcs de vouloir donner le pouvoir à des non-musulmans, ça c'est quand même terrible, et abomination absolue de donner ce pouvoir aux Juifs. Et il y a des Occidentaux qui vont se mêler de l'affaire, des journalistes et des diplomates, notamment des diplomates européens, comme l'ambassadeur d'Angleterre qui s'appelle Sir Gerard Lowther, et surtout son premier secrétaire qui s'appelle Fritz Morris. Voilà les noms, Gerard Lowther et Fritz Morris. Alors ces gens-là vont lancer le bruit de conspiration juive. Oula,
des conspirationnistes. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et on fait circuler des rumeurs sur un complot judéo-maçonnique. Ça résonne dans vos oreilles, ça. On a entendu ça un petit peu plus tard, mais voilà, là, c'est là que ça commence, 19e. Et un peu plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, même la propagande alliée, qui veut à tout prix discréditer les jeunes Turcs dans le monde arabe et surtout dans le monde musulman en règle générale, n'hésite pas à se servir de ces arguments de complot judéo-maçonnique et de complot juif contre le sultan. Voilà. Alors, dans les faits, qu'est-ce qu'il en est? La participation des Juifs aux jeunes Turcs est extrêmement limitée avant la Révolution et quasi inexistante après leur prise de pouvoir en 1908. La majorité des dirigeants jeunes turcs sont des musulmans, turcs ou balkaniques, et aussi des arabes, toujours de l'Empire ottoman au départ. Les minorités grecques, arméniennes, juives et arabes chrétiennes sont très peu représentées, contrairement à ce qu'on dit. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a réussi à raconter que ce sont les juifs qui sont derrière tout ça? Eh bien, il y a différents facteurs qui ont joué pour fausser l'image de l'impact juif dans la constitution des jeunes Turcs. Tout d'abord, ces minorités parlent très souvent des langues occidentales. Donc, quand on parle des jeunes Turcs à l'étranger, c'est essentiellement soit des chrétiens, soit des juifs qui en parlent, parce qu'ils ont un langage étranger. Je vous rappelle que l'Alliance israélite universelle est déjà passée par là. Nous sommes là en 1900 à peu près, et que donc cette jeune génération a appris le français, parfois aussi l'italien. Donc, ils parlent ces langues étrangères et ne sont pas porte-parole, mais diffusent, parlent avec les journalistes occidentaux, et c'est eux qui racontent ce qui se passe chez les jeunes Turcs. Donc, évidemment, ils sont pointés du doigt. D'autre part, pas mal de ces minorités, membres de ces minorités, ont une double nationalité. Ils sont turcs, évidemment, ottomans, mais ils ont aussi une autre nationalité, français ou italien ou allemand, peu importe. Ce qui fait aussi que, ayant cette double nationalité, ils bénéficient d'une protection diplomatique. Et donc, la police ottomane ne peut pas perquisitionner dans les appartements de ces gens. Ce qui fait que l'essentiel des réunions clandestines, évidemment, des jeunes Turcs en formation se déroule dans des maisons juives ou chrétiennes et on ne peut rien faire, la police ottomane ne peut pas perquisitionner. Alors, que la réunion, le lieu de réunion se déroule dans une maison juive n'implique pas forcément que l'autre ait une influence politique déterminante, pas du tout. Il en va de même pour les loges maçonniques qui se réunissent essentiellement dans des maisons, alors chrétiennes beaucoup moins, là pour le coup plutôt juives, parce que beaucoup de juifs font partie de la loge en Turquie. Et enfin, il y a une autre raison encore, c'est que l'un des principaux foyers de développement des jeunes Turcs se situe à Salonique. Alors Salonique, c'est toute une histoire que je ne vais pas vous raconter ce soir, je vous raconterai quand on parlera des Juifs de l'Empire ottoman en Grèce, mais c'est une histoire absolument extraordinaire. Et évidemment, puisque un des grands foyers des jeunes Turcs se situe à Salonique, les Juifs sont forcément partie prenante et largement impliqués et actifs dans ce mouvement. Et puis, à ces raisons d'ordre général, se rajoutent deux personnages qui, eux, vont par contre jouer un rôle assez intéressant avec les jeunes Turcs et qui renforcent cette impression de la mainmise juive sur ce nouveau mouvement. Le premier de ces personnages s'appelle Albert Carasso. Voilà. Albert Carasso. Et le deuxième s'appelle Javid Pacha. Voilà les noms. Alors, qui sont ces messieurs? Albert Carasso devient avant et pendant la révolution jeune turque
en 1908, un membre en vue des comités du mouvement. Donc, partie prenante dans les comités de direction des jeunes Turcs. Pas très très longtemps d'ailleurs, mais il est vraiment largement impliqué dans cette révolution. L'autre, c'est un économiste, Javid Pacha. Il prend part à la révolution et par contre, lui est chargé pendant plusieurs gouvernements du portefeuille des finances sous plusieurs gouvernements jeunes turcs. Le seul problème non, c'est qu'il n'est pas juif. C'est un dönme. Vous vous rappelez qui sont les dönme? Les dönme qui sont les héritiers de Sabtai Tzvi et qui ont maintenu le souvenir de Sabtai Tzvi avec une espèce de syncrétisme entre le judaïsme et l'islam. Les dönme qui existent encore aujourd'hui en très petit nombre, mais qui existent toujours. Mais d'un point de vue juif, et clairement, Javid Pacha n'est pas juif. Mais il aura une fonction importante, ministre des Finances, c'est pas rien, dans plusieurs gouvernements jeunes turcs. Et d'ailleurs, pour dire que l'influence juive est très faible, je vais vous donner la répartition des sièges des députés de la première assemblée jeune turque de 1908, élue donc là au suffrage universel. Et voilà ce qu'on trouve. 147 Turcs, 60 Arabes, 27 Albanais, 26 Grecs, 14 Arméniens, 10 Slaves, des Bulgares ou des Serbes, des Macédoniens, et 4 Juifs. C'est-à-dire que les Juifs représentent un peu moins de 2% de cette assemblée. Vous dire que leur influence est quand même très, très limitée et modeste. Voilà. Ça, c'est pour l'avènement des jeunes Turcs. Maintenant, cette communauté juive en Turquie, sa situation économique, elle n'est pas très brillante. L'Alliance israélite, qui est un modèle d'archives et de connaissances et de savoir, nous rapporte les métiers qui sont exercés. Ils sont colporteurs, chiffonniers, rétameurs, cireurs de chaussures, vendeurs d'allumettes ou porteurs d'eau. Ce n'est pas vraiment des métiers dans lesquels on fait fortune et on rachète la moitié de la Turquie. Pas de quoi s'enrichir. Alors, on a même des chiffres un petit peu plus précis et je vais vous rapporter la composition de la communauté de Silivri. Silivri est située à peu près 150 km d'Istanbul. Voilà, Silivri, une petite communauté, 400 familles. Et voilà la répartition professionnelle à Silivri en 1907. 1907, nous sommes donc déjà, l'Alliance israélite est largement implantée, et voilà la répartition. Il y a sur 400 familles, 130 colporteurs, 50 cireurs de chaussures, je ne sais pas si on cire les babouches, mais si tout le monde portait des babouches, il ne devait pas avoir beaucoup de travail. 40 porteurs d'eau, 20 épiciers, 12 rétameurs, 3 orfèvres, 2 savetiers, 2 changeurs, un vendeur de cuir, un vitrier et 7 tailleurs, 3 coiffeurs, 3 aubergistes, 2 fonctionnaires, un maçon et un coffretier. Coffretier, c'est quelqu'un qui fabrique des coffrets. Toute cette énumération vous montre que les métiers ne sont pas franchement brillants. Pardon. Il y a 2 fonctionnaires, bon, ça c'est déjà un petit peu plus intéressant, mais le reste, ce sont vraiment des petits métiers. Qu'on appelle un changeur, ce n'est pas les grands bureaux de change qu'on a aujourd'hui. Un changeur, c'est du petit troc, ce n'est pas du gros business. Donc, c'est des petits métiers. Mais se rajoute à ça, dans les archives de l'Alliance, un grand nombre de personnes vivant au jour le jour, tirant leur subsistance de tâches diverses. Donc, un grand nombre de membres de cette communauté sont dans la précarité la plus totale. Voilà ce que ça signifie. Donc, il n'y a pas de quoi pavoiser. C'est une situation économique difficile.
Quant aux jeunes filles du village, la plupart d'entre elles sont dentelières à domicile pour des patrons d'Istanbul. Ça aussi, c'est un petit métier, très honnête, mais qui n'est pas très, très bien payé. Sur ces 400 familles, d'après l'Alliance, seules 12 sont qualifiées de notables, 12, et vraiment à l'abri du besoin. Tous les autres sont dans une totale précarité économique. Et beaucoup de communautés sont identiques à celles de Silivri, ce n'est pas la seule. Et le bonheur, quelque part, c'est que les écoles de l'Alliance israélite universelle vont apporter de grands changements. Parce que les élèves vont apprendre des métiers qui sont plus lucratifs, plus nobles. Je ne sais pas s'il faut dire noble, parce qu'aucun métier n'est méprisable, mais disons qu'ils leur permettent une meilleure vie, une meilleure situation économique, vont leur apprendre le français, et cela va leur permettre de s'élever socialement. Alors, ce mouvement de l'Alliance va aller grandissant après 1908, donc après l'avènement des jeunes Turcs, et se poursuivre pendant une grande partie du XXe siècle. Cela dit, par rapport à celle des chrétiens, l'ascension sociale des Juifs est extrêmement modeste. Les chrétiens progressent beaucoup, beaucoup plus vite pour deux raisons. Pour une raison, c'est qu'ils ont des liens extrêmement étroits avec le christianisme occidental, où ils trouvent des relais commerciaux et un appui commercial, nous l'avons déjà vu ça, et que le judaïsme de l'Empire ottoman est totalement en phase, à un destin totalement lié à celui des Turcs, pour la bonne raison que la diaspora juive, la diaspora occidentale, n'est pas en mesure de lui apporter beaucoup de secours, parce qu'elle-même, la grande diaspora, c'est la Russie et la Pologne, est dans une situation tout à fait catastrophique. Donc, ce n'est pas de là qu'il peut y avoir de l'aide. Donc, les communautés juives ottomanes ont un destin lié avec le devenir des Turcs. Or, le devenir des Turcs, il n'est pas très brillant, et par conséquent, la situation des Juifs va s'en ressentir directement. 1912, les Grecs occupent Salonique. Alors, Salonique, c'est en Grèce, mais c'est sous autorité ottomane. Les Grecs prennent leur indépendance, occupent Salonique après la première guerre balkanique, et c'est le début de la fin, alors une fin qui sera très très longue, le début de la fin de cette communauté de Salonique, le début du déclin. Salonique était définie comme une cité et une mer pour Israël. Une cité et une mer pour Israël. C'est une communauté extraordinaire, très puissante, très nombreuse. Elle abrite la communauté la plus florissante de tout l'Empire ottoman, et c'est un des principaux centres religieux et culturels du judaïsme mondial. C'est vraiment quelque chose d'important, et essentiellement un pôle d'attraction pour le judaïsme séfarade. Ils sont habitués à Salonique de longue date, à la concurrence des chrétiens, la concurrence économique. Ils sont aussi habitués aux campagnes antisémites des Grecs orthodoxes, qui sont franchement pas nos grands amis. Et ils appréhendent terriblement ce changement de souveraineté. Ils l'appréhendent à tort, parce qu'en fait, les orthodoxes se comporteront de façon correcte avec la communauté juive de Salonique. Dans un premier temps, nous sommes là 1912. Évidemment, les choses vont changer plus tard, mais l'histoire détaillée de Salonique fera l'objet vraiment d'une grande partie d'un cours dans quelques temps. C'est une histoire extraordinaire. Pour vous mettre en bouche quand même, pour vous donner un petit peu goût à ce qu'a été Salonique, sachez que le port de Haïfa et le port d'Ashdod, mais surtout le port de Haïfa, ont été entièrement organisés par des Juifs de Salonique, qui ont immigré en Israël. C'est toute une histoire au tout début du XXe siècle, 1920, même un peu avant, et qui sont des spécialistes de l'organisation portuaire et qui vont organiser notamment le port de Haïfa. C'est une mise en bouche, je vous raconterai ça une autre fois. En tout cas, voilà. Leurs craintes au départ sont infondées. Par contre,
il y a, si vous voulez, un ressenti culturel qui va disparaître. Il est impensable pour les Juifs de Salonique de vivre en symbiose avec les chrétiens orthodoxes de la ville, alors qu'ils vivaient en parfaite intelligence avec les musulmans ottomans, avec des nuances bien entendu toujours, mais il y avait une vraie intelligence, une vraie entente avec les musulmans ottomans de Salonique, ce qui est impensable pour eux avec les Grecs orthodoxes. Alors, autre chose aussi, c'est que tant que Salonique était dans l'Empire ottoman, elle bénéficiait d'un arrière-pays avec lequel se développaient des échanges économiques extrêmement importants dans les pays, dans les Balkans. Or, cet arrière-pays balkanique va disparaître du paysage des échanges commerciaux et finalement, on va retrouver Salonique, qui n'est qu'une localité aux confins nord-est de la Grèce, près de la frontière. Ça n'est pas du tout Athènes, ce n'est pas le centre de la Grèce, c'est une ville importante, mais éloignée des centres vitaux du pays. Donc, tout le statut de Salonique va changer. En plus, il y aura des gros pépins accidentels, comme un monstrueux incendie. Je vous raconterai ça une autre fois. En tout cas, il y a un problème. C'est qu'en entrant en guerre, dans la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman fait une erreur majeure. Et cette erreur majeure se soldera par la dislocation et la disparition totale de l'Empire ottoman. Mais quand l'Empire ottoman va sombrer, les communautés juives vont sombrer avec lui. Et donc, on aura là un gros problème qui va se révéler un petit peu plus tard. Encore une fois, c'est pour plus tard. Alors, cette communauté de Salonique, coupée de ses débouchés naturels dans les Balkans et éloignée de toutes les communautés, entame doucement un déclin qui se terminera avec la déportation de 97% de la communauté juive de Salonique. C'est une des pires déportations qu'il y a eu. Ça, c'est l'époque des nazis et vous connaissez cette histoire. Ça, c'est pour l'Empire ottoman. Maintenant, et la Turquie surtout, qui est autonome, qui n'est pas sous domination d'une puissance occidentale qui l'aurait conquise. Il y a un autre pays qui a gardé son indépendance, c'est l'Iran. Alors, dans tout ce que je vous ai raconté là, en Turquie, qui n'est pas très brillant pour les Juifs, en Iran, c'est bien pire. Et alors, les Juifs en Iran sont isolés au milieu d'une communauté, d'une population majoritaire largement, hostile et en pire, fanatique. Fanatique, d'ailleurs, rien de nouveau sous le soleil, ce qui se passe aujourd'hui, vous le voyez bien. Ils sont très peu protégés par l'autorité, donc par le Shah, malgré le statut de dhimmi, là, qui en fait est appliqué dans sa partie négative, mais pas dans sa partie positive. Et en plus, ils ont l'inconvénient d'habiter dans un pays extrêmement reculé, qui voit très peu de voyageurs, et donc on ne sait pas ce qui se passe avec cette communauté juive d'Iran. Et peu de gens sont susceptibles de connaître leur sort, parce qu'on n'a pas de relation, ou très peu de relations. Il y en a quand même. Il y a quelques voyageurs, et nous avons des récits qui concordent point par point avec les rapports qui sont envoyés par l'Alliance israélite qui est déjà implantée en Iran et qu'elle envoie, donc les rapports qu'ils envoient en France. L'Alliance s'est implantée en 1865, donc elle est sur place et régulièrement envoie tous les 15 jours des rapports qui sont tous aujourd'hui dans les archives de l'Alliance. Mais nous avons un récit d'un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Benjamin et qui a séjourné en Iran et il rapporte l'infortune des Juifs iraniens. C'est un tout petit peu long, mais je vais vous le lire parce que franchement, c'est intéressant. Dans toute la Perse, les Juifs sont condamnés à vivre dans des quartiers séparés, à l'écart des autres habitants de la ville, car on les tient pour des créatures impures,
dont le commerce et la présence provoquent une souillure. Il leur est interdit de faire le commerce des tissus. Même, pourquoi? Parce que s'ils touchent un tissu, le tissu devient impur, on ne peut plus le porter. Même dans l'enceinte de leur propre quartier, ils ne sont pas autorisés à ouvrir boutique. Ils peuvent tout juste vendre des épices et des remèdes, ou bien travailler dans l'orfèvrerie, art dans lequel ils ont atteint une grande perfection. Nous reverrons la même chose avec l'orfèvrerie au Yémen, parce que travailler l'argent ou l'or pour les musulmans est impur. C'est dégradant. Donc, c'est les Juifs qui vont faire les bijoux, et ce même art, cette même consommé, on le retrouvera au Yémen. Alors, sous prétexte de leur impureté, ils sont traités avec la plus grande cruauté. S'il leur arrive de pénétrer dans une rue habitée par des musulmans, ils en sont aussitôt chassés à coups de pierre et de détritus que leur lancent les enfants et la foule. Pour la même raison, il leur est interdit de sortir quand il pleut, charriant leur impureté, la pluie, dit-on, viendrait souiller les pieds des musulmans. Vous vous rendez compte? C'est pas tout. Quand un juif est reconnu dans la rue, tous les passants s'empressent de l'insulter. On lui crache à la figure et parfois on le bat avec un tel acharnement qu'il s'effondre à terre et qu'on est obligé de le transporter chez lui. Si un persan tue un juif et que la famille de la victime peut produire 2 témoins musulmans, le meurtrier est condamné à une amende de 12 tumum, c'est-à-dire 600 piastres. Sinon, le crime reste impuni, même s'il a été commis en public, au vu et su de tous. Vous imaginez qu'un musulman va aller témoigner contre un autre musulman qui aurait tué un juif. Donc, il est tranquille, on peut tuer sans aucun risque. La viande des animaux abattus selon le rituel juif, mais déclarée non cachère, ne peut être vendue aux musulmans. Les abatteurs sont obligés d'enterrer cette viande, car même les chrétiens n'osent l'acheter, de peur de s'attirer les moqueries et les insultes des Persans. Quand un juif entre dans un magasin pour acheter quelque chose, il lui est interdit de s'approcher de la marchandise, il doit en demander le prix en se tenant à distance respectueuse. Si sa main touche malencontreusement un objet, il est obligé de l'acheter quel que soit le prix que le vendeur lui réclame. Il arrive parfois que des Persans fassent irruption dans des demeures juives et s'emparent de tout ce qui leur fait envie. Si le propriétaire émet la moindre protestation ou cherche à protéger ses biens, une telle insolence peut lui coûter la vie. À la moindre dispute entre un juif et un persan, le premier est immédiatement traîné devant la Shund, le tribunal religieux. Si le plaignant peut produire 2 témoins, le juif est condamné à une lourde amende. S'il n'a pas d'argent parce qu'il est trop pauvre, il doit payer de sa personne. On le met alors torse nu, on l'attache à un poteau et on lui inflige 40 coups de bâton. Si le moindre cri de douleur lui échappe, les coups déjà donnés ne sont pas comptés et le châtiment reprend depuis le début. Donc, vous dire qu'il y en a quelques-uns qui sont morts sous les coups. Similairement, les enfants juifs qui se disputent avec des petits musulmans sont aussitôt conduits devant le tribunal et reçoivent des coups de bâton. Lorsqu'ils se déplacent dans le pays, le juif doit payer une taxe à chaque auberge, à chaque caravansérail où il s'arrête. S'il hésite à satisfaire quelque demande qui peut lui être faite, il est battu et maltraité jusqu'à ce qu'il s'y plie. Si, comme je l'ai déjà rapporté ailleurs, un juif se montre dans la rue durant les 3 jours du Katel, le deuil commémorant la mort d'Ali, il est sûr d'être assassiné. Il ne se passe pas de jour ni d'heure sans que de nouvelles accusations soient lancées contre les Juifs afin de justifier de nouvelles extorsions. La fin est intéressante. L'appât du gain est toujours le principal mobile du fanatisme. Alors vous voyez que c'est vraiment une situation terrible, terrible. Et nous apprenons, grâce au rapport de l'Alliance,
on peut se faire un peu une idée des métiers exercés par les Juifs de Perse. En 1901, sur 5000 Juifs recensés à Shiraz. Shiraz est une ville qui est connue. Voilà, Shiraz, où ça va là, ici. Une communauté qui va disparaître, je vous le raconte tout de suite. Sur 5000 Juifs recensés à Shiraz, on comptait 400 colporteurs, 200 maçons, 102 orfèvres, 90 marchands, 80 négociants en vin, 60 musiciens, 20 épiciers, 15 bouchers, 10 cabaretiers, 10 changeurs, 5 marchands d'articles de mercerie, 5 bijoutiers, intéressant, 5 médecins et 2 chirurgiens, quand même. J'en suis là. Oui, pardon. Et dans une autre ville, la même année, à Kermanshah, pardon, on dénombrait 70 marchands de 4 saisons, 55 commerçants, 44 colporteurs de tissus, 27 teinturiers, 23 orfèvres, 22 épiciers, 15 porteurs d'eau, 10 tisserands, 5 courtiers, 3 négociants en vin, 3 coiffeurs, 3 bedeaux de synagogue, 3 puisatiers, 2 cabaretiers et 2 professeurs d'hébreu. Bon, ce n'est pas la peine de retenir tous les détails, c'est pour vous donner un peu un aperçu des professions exercées, qui sont toutes des professions de très, très petits revenus. Je voulais aussi vous le lire parce que, encore une fois, les archives de l'Alliance sont un puits de savoir, un puits de référence, et on y trouve plein de choses qui intéressent la vie juive dans les communautés d'Orient. Alors, les rapports de l'Alliance israélite font également état de mauvais traitements, d'humiliation, de persécution, avec une très rare protection du Shah, nous l'avons déjà vu ça, mais donc on le confirme, et il a une protection très peu efficace. Il y a même, la première fois, en 1910, une accusation de meurtre rituel, justement dans cette communauté de Shiraz dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui se soldera par un pogrom extrêmement violent, avec quelques dizaines, quelques centaines de morts ou de blessés graves. 1910, première accusation de meurtre rituel dans un État musulman. Je ne parle pas de l'affaire de Damas, où l'accusation de meurtre rituel était le fait de l'ambassadeur de France, pas des musulmans. Ce moine a été assassiné, les musulmans disent qu'il y a eu un assassinat, on arrête un juif, tout ça on le sait, mais on n'a pas parlé de crime rituel. Le crime rituel était l'émanation de l'ambassadeur de France à Damas. Alors, devant cette situation, des démarches sont entreprises par les gens de l'Alliance ou par des communautés juives occidentales auprès de la reine d'Angleterre, auprès du président français ou du sultan de Turquie aussi, et ça débouchera sur un secours extrêmement limité. Pour les gens qui se rappellent la dernière guerre, il y a déjà eu ce genre de démarche avec le même résultat. Et en fait, la situation des Juifs d'Iran, très dramatique, restera la même jusqu'à la révolution de 1905 et ne changera pas beaucoup, en fait, jusqu'à la chute de l'Empire Qadjar en 1925, et c'est alors qu'apparaissent réellement des signes d'amélioration. Voilà. Alors, dans les pays arabes, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, dont une partie sont sous l'Empire ottoman, la situation des Juifs s'améliore un peu grâce aux idées libérales qui sont importées par les pays colonisateurs. Ça, c'est le côté positif pour le moment. Donc, dans une Algérie qui est devenue française, ou en tout cas sous autorité française, s'implantent des idées de l'Occident, et notamment le statut de dhimmi est très sérieusement secoué.
Alors, ces idées libérales pénètrent également les classes dirigeantes. Ce n'est pas encore extraordinaire, il ne faut pas s'affoler, mais on a quand même des choses intéressantes qui se passent. Par exemple, un monsieur qui s'appelle James Yacoub, allez voir, voilà, James Yacoub Sanoua, un juif égyptien, et ce juif égyptien a un nom de plume, c'est Abou Nadara. Voilà, ça va, vous avez pu noter si ça vous intéresse. Bien. Alors, ce James Sanoua, c'est un juif égyptien. Ses dates, c'est 1839-1912, donc on est vraiment plein dans cette période. Et il atteint une vraie notoriété comme dramaturge et comme journaliste patriote. C'est un Égyptien. Mais dans l'ensemble, alors c'est un exemple parce que c'est vraiment quelqu'un qui sort un peu du lot, dans l'ensemble, bien que la participation des Juifs à la vie culturelle et intellectuelle est supérieure à ce qu'elle est en Turquie, elle reste quand même très modeste. Je vous parle là de l'Égypte et de tous les pays du Maghreb. Voilà. Les Juifs sont plus instruits que dans le passé, nous l'avons vu. Leur situation économique s'améliore doucement. Les nouveaux régimes en place, qui sont donc pilotés par les pays occidentaux, leur assurent un degré de liberté civile et politique jamais connu jusque-là. On arrive à quelque chose de tout à fait nouveau pour ces populations qui étaient tout le temps, depuis des siècles, en situation de dhimmi, d'infériorité. Et le tout est possible grâce évidemment à la pression des puissances occidentales coloniales et qui exercent leur pression soit par la colonisation, soit tout simplement par le biais de pression politique ou intellectuelle. Cela dit, c'est très bien pour la communauté juive, ça finira par se retourner contre ces communautés et ce sera fatal aux communautés juives du monde arabe. Alors pourquoi? Ce sera dans un deuxième temps, un petit peu plus tard. Ce qu'il y a encore à savoir pour le moment, c'est que les communautés juives de toutes ces régions vont évoluer de façon différente d'un pays à l'autre. Par exemple, les Juifs d'Irak sont là depuis la destruction du premier temple. C'est une très, très ancienne communauté. Ils ont toujours conservé et conservent encore leur longue tradition d'érudition religieuse, d'études du Talmud, tout en adoptant la langue arabe et la culture arabe. Et donc, ils s'intègrent à la société, bien intégrés. Ils prennent part au renouveau littéraire, musical, artistique de l'Irak. Ils sont présents en Irak, ils sont bien en Irak. Ça ne va plus durer très longtemps, vous le savez. Mais pour le moment, tout va bien. Les Juifs égyptiens ont un développement tout à fait différent. Les couches les moins aisées de la société juive, les couches inférieures, parlent l'arabe et sont intégrées dans le monde, dans la société égyptienne. Pour la bonne raison que les mêmes causes provoquant les mêmes effets, ces gens sont pauvres et se reconnaissent dans la pauvreté des Égyptiens qui sont autour d'eux, c'est tout à fait logique. Quant aux classes moyennes et les classes supérieures, à l'instar des chrétiens et également de quelques musulmans égyptiens des classes supérieures, ils se coupent peu à peu de leurs racines culturelles et nationales. On préfère l'italien, plus tard le français, à l'arabe. Les plus riches dans ces classes sociales envoient leurs enfants à l'étranger pour étudier et essayent par tous les moyens d'obtenir une citoyenneté européenne, anglais, français, allemand ou autre, pour leurs enfants et par la suite pour eux-mêmes. En définitive, à la fin de l'histoire des communautés juives d'Orient, le sort des Juifs d'Irak ou le sort des Juifs d'Égypte sera exactement identique, mais ça, c'est une autre affaire. Voilà.
Alors, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. La prochaine fois, on va terminer les généralités sur les Juifs des pays d'Orient et on commencera à parler de l'Alliance israélite universelle. C'est très, très important parce que cette alliance ça va avoir un impact essentiel au 19e et au 20e siècle sur ces communautés. Et ensuite, nous attaquerons l'histoire pays par pays. Voilà. Maintenant, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Georges. Et voilà, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et ça fait plaisir. On sent qu'on avance. On va passer maintenant au S'il pays vous par plaît, pays. j'ai une Oui. question. Dans quel pays les Juifs travaillaient-ils les peaux de bêtes dans des fosses de décantation? Dans les Dans les fosses de décantation, pour les peaux de bêtes. Dans quel pays? Partout, dans tous les pays? Oui, oui. Ils étaient teinturiers aussi. Oui, Ce sont les métiers les teinturier. plus dégradants. Le tannage des peaux et la teinture des tissus étaient en général réservés effectivement aux plus pauvres des plus pauvres dans les sociétés et notamment aux Juifs. D'accord, très bien. Oui, tout à fait. Est-ce que dans tous les pays, comme au Maroc, ils avaient l'habitude de vider les eaux de décantation dans le Méla? Mais est-ce qu'ils le faisaient ailleurs? Ils le faisaient pas partout. Pas partout. Par exemple, ils ne le faisaient pas en Turquie. Ils ne le faisaient pas en Grèce. Il y a une communauté juive, ottomane. Dans un certain nombre de pays, oui, mais pas partout. Très bien, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît, c'est égal. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que les archives de l'Alliance sont accessibles? Ah oui, absolument. Au public? Comment, c'est-à-dire comment on peut y accéder? Il faut aller sur le site des archives, le site de l'Alliance. C'est assez compliqué hein, parce que c'est monstrueux comme fonds. C'est énorme. Mais en allant sur le site de l'Alliance, on trouve beaucoup, beaucoup de choses. Oui, oui, c'est tout à fait accessible. C'est d'ailleurs aujourd'hui, l'Alliance a encore quelques écoles de par le monde, pas beaucoup. L'essentiel de l'intérêt de l'Alliance israélite aujourd'hui, c'est effectivement ce fonds d'archives, qui est un puits de savoir sur notre histoire. Et c'est vraiment très, très, très précieux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Autre chose, eh ben, on sait tout, on a tout compris, c'est bien. Merci Georges et à très bientôt. Merci beaucoup.